différé. Alors, donc merci de nous rejoindre pour la conférence de presse qui réunit des collectifs de soignants, d'usagers de l'hôpital, le CIH, le CIU, la coordination nationale des comités de défense des maternités hôpitaux de proximité, mais aussi des associations de patients, l'AJD, l'aide aux jeunes diabétiques, l'association Laurette Fugain, et puis l'association Maladie Foie Enfants. En fait, nous nous sommes réunis, associés, pour vous exposer aujourd'hui les motifs d'une réclamation préalable indemnitaire pour carence fautive que nous adressons à l'État via nos conseils qui sont ici présents, Maître Mélin et Macouillard. En fait, ça n'est pas une lubie. Depuis 3 ans, CIU d'abord, puis CIH, quand nous nous sommes constitués, nous avons exploré toutes les voies possibles pour alerter sur la situation de l'hôpital. Et maintenant, après avoir épuisé la voie référendaire, la voie conseil économique et social, les parlementaires, nous nous tournons vers la voie juridique. Et donc, on va vous expliquer pourquoi. D'abord, il y aura Sophie Crozier qui interviendra pour les collectifs CIH et CIU, puis Marc de Kerdanet pour Aide aux jeunes diabétiques, Association Maladie Foie Enfants et l'association Laurette Fugain. Entre les deux, j'ai oublié, non, si c'est ça, Rosine Leverrier interviendra après Marc pour les comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité. Pour conclure, Maître Macouillard vous exposera la procédure juridique, en tout cas les motifs et les conclusions qu'il en tire. Voilà, à toi Sophie, on t'écoute. Très bien. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, Sophie Crozier, moi je suis médecin hospitalier, membre du collectif Interhôpitaux et je représente donc aujourd'hui le collectif Interhôpitaux et le collectif Interurgence. Donc, pour vous exposer un peu la situation, les soignants et les usagers joignent leurs efforts pour alerter sur la situation de l'hôpital public aujourd'hui. Cet été, la situation atteint un paroxysme. Les fermetures de lits et de services se multiplient partout en France, atteignant de très nombreux services, dont les services d'urgence. Faute de personnel soignant, médecin ou non, l'accès aux soins se dégrade au point d'acter le triage des patients aux portes de l'hôpital. Les conditions de travail des personnels hospitaliers et le manque de moyens sont tels que l'on assiste à une véritable perte de sens, un épuisement professionnel d'une ampleur jusque-là inconnue. Les départs s'accélèrent et le recrutement est devenu tellement difficile que les postes vacants deviennent trop nombreux pour préserver l'ouverture des lits d'hospitalisation. En mars dernier, le Sénat relevait les carences, 2 points, vétusté des équipements, charge de travail excessive, manque de temps médical et soignant auprès des patients, autant de facteurs à l'origine d'un profond sentiment de perte de sens qui provoque des départs de personnel en cours de carrière. Cette situation dégradée a plusieurs causes. Elle est le résultat d'un sous-investissement important pour l'hôpital public, de la dégradation des conditions de travail, mais aussi d'un sous-effectif chronique. Les soignants sont promenés d'horaire en horaire, de service en service, au mépris de toute reconnaissance, même si compétences et équipes de soins n'existaient pas. Alors que l'activité hospitalière croît, les effectifs soignants n'augmentent que de 4%. Faire toujours plus avec moins, et de surcroît moins bien, conduit à cette perte de sens, à cet épuisement professionnel et à ces départs. Le recrutement est devenu extrêmement difficile en raison de la perte d'attractivité des métiers du soin. Les conséquences sont graves. Le manque de moyens et de personnel à l'hôpital public a de graves conséquences aujourd'hui, car il conduit à la fermeture de très nombreux lits et à une dégradation de la qualité et de la sécurité des soins avec des pertes de chance quotidiennes pour les patients. À titre d'exemple, 1/4 des lits d'unités neurovasculaires accueillant les patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux, en particulier à la phase aiguë, donc dans les premières minutes, sont actuellement fermés en Île-de-France et même 45% à la PHP de ces lits sont fermés en raison uniquement d'un manque de personnel soignant. Ces fermetures de lits spécialisés ont des conséquences dramatiques pour les patients, car l'hospitalisation dans ces unités est indispensable pour réduire le handicap et la mortalité d'environ 25%.
le nombre de lits, déjà insuffisant en temps normal pour accueillir tous les patients souffrant d'AVC, est aujourd'hui devenu critique. Les délais de prise en charge, notamment dans les situations d'urgence, s'allongent pour trouver une place, ce qui augmente le risque de handicap et de mortalité, car chaque minute compte à la phase aiguë. Par ailleurs, le rationnement conduit à faire des choix, implicites ou explicites, de priorisation des patients qui posent d'importantes questions éthiques et à une perte de chance pour de nombreux patients. De même, la fermeture de très nombreux lits de médecine, de chirurgie, est à l'origine de longues heures, voire jours d'attente aux urgences, sur des brancards et de retard de prise en charge pour des patients avec des pathologies médicales, chirurgicales, aiguës et chroniques. Pourtant, l'accès à la santé est un droit fondamental. Chacun doit pouvoir bénéficier des meilleurs soins possibles selon les recommandations en vigueur. Force est de constater que ces droits ne sont plus garantis. La qualité et la sécurité des soins se dégradent, car les moyens, en personnel notamment, nécessaires à l'exercice des missions de soins sont clairement insuffisants. Ainsi, nous savons que le pronostic des patients et leur chance de survie est directement lié au nombre de soignants leur consacrant des soins. Lorsqu'une infirmière prend en soin de 6 à 8 malades au maximum, au lieu de 10 à 20 actuellement dans les services, la survie des patients est accrue. Ce lien est établi par une littérature de très bon niveau. Pourtant, malgré nos interpellations répétées depuis 2 ans, le ministère et la Direction générale de l'offre de soins n'ont pas jugé utile de définir des ratios soignants-soignés en dehors de domaines très restreints, dialyse, soins intensifs, néonatologie et réanimation. Il est urgent de retrouver des effectifs de personnel adéquats, de reconnaître la charge de travail et de définir des ratios de sécurité adaptés. Il est encore possible d'attirer les jeunes. Ils sont 36 000 à sortir des écoles d'infirmières chaque année et des dizaines de milliers à vouloir faire des études de médecine. Pourtant, cette jeunesse qui s'engage, comme pour les patients dont il faut s'occuper, il est urgent de remettre l'hôpital public debout. C'est encore possible si on sort de la posture de l'autruche que l'État a adoptée depuis trop longtemps. Bien que tout ait été constaté, détaillé, notamment dans l'avis du Conseil économique, social et environnemental en octobre 2020 et dans le rapport très récent du Sénat en mars 2022, et bien que des solutions aient été proposées sans relâche par nos collectifs, les actions et les mesures indispensables à la survie et au bon fonctionnement de l'hôpital public n'ont pas été prises. C'est devant la poursuite de la dégradation des conditions de travail, de qualité et de sécurité des soins et des conditions de travail des soignants que le collectif Interhôpitaux et le collectif Interurgences, constatant la carence fautive de l'État, s'associent à d'autres collectifs et associations pour demander réparation des préjudices subis et qu'enfin soient mises en place les mesures indispensables au retour des soignants dans les structures hospitalières publiques. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Sophie, de cet exposé qui va être complété maintenant par celui de Marc de Guerdanette, qui représente donc Aide aux jeunes diabétiques, mais aussi l'association Laurette Fugain et l'association Maladies Font Enfants. À vous, Marc. À vous, mais avec un micro ouvert. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait moins d'incendies si on limitait le nombre de pompiers? Ça peut paraître une question absurde. Pourtant, les mesures de rationalisation, qui sont de fait des rationnements liés à une politique de réduction des coûts, semblent conduites avec un raisonnement proche. Une limitation de l'offre des soins dans l'idée de limiter l'activité médicale et son coût, qui nous conduit aux situations désastreuses que nos associations de patients sont régulièrement amenées à dénoncer. On rappelle au passage que l'épidémie de Covid n'a eu qu'un très faible impact sur l'activité pédiatrique et que les dommages constatés sont donc sans rapport avec elle. Nos associations sont malheureusement amenées à constater quotidiennement, dans ce qu'il est convenu d'appeler la vraie vie, les effets de ces politiques priorisées par des aspects économiques plutôt que par des besoins de population concernée. Les dépenses en matière de santé devraient pourtant être considérées pour ce qu'elles sont pour la population, non pas une dépense supplémentaire, mais un investissement indispensable de la société pour la bonne santé et la sécurité de tous. Voici, parmi les trop nombreuses situations vécues
par les personnes malades. Quelques exemples qui permettront, nous l'espérons, de mieux vous faire comprendre la gravité des dommages subis. C'est souvent le manque de lits, entendre le manque de temps médical et d'équipes de soins adaptées à la prise en charge spécifique de ces patients qui est à l'origine des dommages qui sont constatés. Ainsi, l'association Maladie Foie Enfant, AMFE, a ainsi reçu beaucoup de témoignages de parents angoissés par les annulations d'hospitalisation programmées. Les parents ont posé des jours de congé pour partir en centre expert dans le cadre du suivi de transplantation hépatique de leur enfant. Il faut savoir que 2 des centres sur les 3 existants sont sur Paris ou proche banlieue. Ces parents ont préparé leur enfant à cette hospitalisation. Puis, sans sommation, si l'on peut dire, tout est annulé, car c'est souvent au dernier moment. Il y a une urgence qui a pris un des rares lits qui était libre. Une hospitalisation d'enfant dure plus longtemps que prévu et le lit n'est plus libéré. Mais ce défaut de suivi post-greffe met pourtant l'enfant en danger à court, moyen ou long terme. Un très jeune enfant a ainsi récemment eu des complications hémorragiques graves suite à un rebord tardif d'une fibroscopie. On imagine sans peine la difficulté que peut avoir une équipe qui se résout à annuler l'hospitalisation d'un enfant. Et encore plus, évidemment, l'anxiété générée chez cet enfant malade et chez ses parents. L'association Laurette Fugain est une structure reconnue au plan national dans la lutte contre les leucémies qui a entre autres pour objet d'aider les patients et les familles. Elle a été alertée par exemple sur cette situation. Un jeune homme de 19 ans atteint d'une leucémie aiguë myéloïde. Il est prêt pour sa greffe de moelle osseuse après avoir bien répondu lors de la phase de préparation aux chimiothérapies d'induction et de consolidation. C'est alors qu'il apprend avec son entourage qu'en raison d'un manque de lit, la greffe ne peut finalement pas encore être programmée. Au-delà de la souffrance morale que ce délai ne manquera pas de créer, il s'ajoute un triple risque. Le risque de complications supplémentaires avant la greffe, le risque que cette procédure de traitement se passe moins bien, mais aussi un risque de rechute avant la greffe. L'association Aide aux jeunes diabétiques, association qui est une alliance entre soignants, familles et jeunes atteints de diabète de type 1, le DT1, est sans cesse confrontée à des témoignages de familles illustrant trop crûment les conséquences délétères de ces manques de lits. Ainsi, dans les dernières semaines, pour se limiter au constat dans un des CHU parisiens, cette petite fille de 16 mois, elle arrive aux urgences en situation précaire à l'occasion du diagnostic initial d'un DT1, soit un précoma avec ce qu'on appelle une acidocétose sévère. Elle présente donc d'emblée 2 critères pour une admission immédiate en réanimation, l'âge de 16 mois et la situation de précoma. Mais il n'y a aucune place dans aucun service de réanimation de la région. De ce fait, elle doit être maintenue aux urgences avec une gestion de mise en place d'une pompe à insuline et d'une surveillance spécialisée dans un service non prévu pour cela, grâce au médecin urgentiste qui a accepté, lui, d'assumer cette responsabilité. Alors, si on ne peut pas utiliser le qualificatif de maltraitance institutionnelle, on comprend que de tels exemples, pourtant, semblent se rapprocher. Alors, voilà ce que ça signifie concrètement dans la vie des personnes malades et de leur entourage, les fermetures de lits, les départs de personnel en cours de carrière, les changements intempestifs de services et d'horaires imposés au personnel de soins, la baisse de compétences d'équipes de soins mise à mal par le renouvellement trop rapide des professionnels qui en résultent. Je vous remercie de l'attention que vous avez eue. Merci beaucoup, Marc. Peut-être maintenant, c'est à Rosine Le Verrier qui intervient pour la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité. Bonjour, alors je suis un peu désolée pour la longueur du titre, mais voilà, c'est une association agréée de défense qui observe et déplore depuis de longues années le recul de l'offre hospitalière publique de soins et plus particulièrement sur la période récente, les fermetures et interruptions d'activités de services d'accueil, des urgences, des centres de soins non programmés et de SMUR.
Elle ne peut pas se satisfaire de cette lente dégradation. L'une des causes de ces fermetures est l'insuffisance de personnel qui découle de la détérioration de leurs conditions de travail. À titre d'exemple, et pour ne citer que cet exemple-là, le samedi 11 juin 2022 à 11h30, un enfant de 4 ans de Mosée-Touarcé dans les Deux-Sèvres est grièvement blessé au pied par une tondeuse à gazon. Les secours, appelés aussitôt, arrivent sur les lieux de l'accident 20 minutes plus tard. Après avoir donné les premiers soins, le médecin du SAMU sollicite successivement les services compétents des centres hospitaliers universitaires d'Angers, de Tours, de Nantes, de Poitiers, mais aussi de l'hôpital Necker à Paris, et se heurte partout à des réponses négatives. La situation ne se dénouera qu'à 16 heures, quand la direction du CHU d'Angers aura trouvé une solution permettant de prendre l'enfant en charge. Grâce à une escorte de gendarmerie pour faciliter son transfert, l'enfant entrera dans le service vers 16h45, soit plus de 5 heures après les faits. Le professionnalisme de l'équipe du SAMU qui est intervenue mérite d'être salué, mais force est de constater qu'elle a été mobilisée, donc indisponible pour toute autre intervention pendant plus de 3 heures, parce que sur un rayon de 120 km autour du lieu de l'accident, aucun CHU, pourtant hôpitaux de recours, ne pouvait prendre en charge le patient. Cet exemple, parmi tant d'autres, illustre les difficultés que rencontrent quotidiennement les services d'urgence pour trouver la structure susceptible d'accueillir les patients qu'ils ont traités, et ce n'est pas le recrutement de bed managers, c'est-à-dire des gestionnaires de lits, préconisés par la mission flash de M. Braun, qui les résoudront. Aujourd'hui, dans un même groupement hospitalier de territoire, pourtant peuvent coexister des zones où les urgences sont prises en charge conformément aux dispositions réglementaires, d'autres où ces services fonctionnent en mode dégradé, ou subissent des interruptions répétées, et des zones blanches. Au nom des usagers que nous représentons, nous demandons que la continuité, l'accessibilité, la qualité, la sécurité et l'efficience de la prise en charge de la population soient assurées dans tous les services hospitaliers et notamment dans les services d'urgence, qu'il soit mis fin aux inégalités territoriales dans ce domaine et que ces services soient dotés sur des critères objectifs, des moyens financiers et humains nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Je vous remercie. Merci beaucoup, Rosine, pour cet exposé, cet exemple. C'est absolument emblématique. Maître Macouillard, pouvez-vous exposer la façon dont on peut poursuivre? Merci beaucoup, merci de me donner la parole. Donc, bonjour à tous, je suis Jean-Louis Macouillard, avocat au barreau de Paris, et je suis présent ici avec mon associé maître Nadine Mélin, et nous, on fait partie du cabinet historique de maître Jean-Paul Tessonnière, donc le cabinet TTLA. Et nous défendons aujourd'hui 6 associations, donc 6 collectifs de santé. Certains donc ont une vocation généraliste et sont nés de la crise de l'hôpital. Il s'agit du collectif interhôpitaux, du collectif interurgence et de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et des maternités de proximité, et d'autres ont pour vocation de défendre des patients ou certaines catégories de patients comme de jeunes enfants. Et comme il a été dit, donc il s'agit de l'association d'aide aux jeunes diabétiques, de l'association Laurette Fugain et de l'association Maladie Foie Enfants. Alors, toutes ces associations ont en commun de défendre les intérêts fondamentaux de l'hôpital public, de ses agents et des patients. Et malheureusement, on constate aujourd'hui qu'il existe une crise sans précédent de l'hôpital public qui est mise en évidence par de très nombreux soignants et qui se traduit notamment par une désaffection des métiers, des horaires intenables, des fermetures de lits et des fermetures de services. On constate un manque de moyens et de personnel des plus décourageants. Et nous nous sommes posé la question, nous juristes avec nos associations, de la responsabilité de l'État dans ce constat d'un hôpital malade. Et pour ce faire, nous avons examiné attentivement ce qui existait, c'est-à-dire les mises en garde de la Haute Autorité de Santé, de l'Académie de médecine, et surtout le rapport du Sénat donc, qui est paru en début d'année sur la situation de l'hôpital public, rapport qui a été déposé le 29 mars 2022, où de nombreux soignants ont été entendus, donc avec tous leurs témoignages
qui est contenu dans ce rapport. Et tous ces documents font le constat de graves carences de l'État dans sa gestion de l'hôpital public. Alors, premièrement, ce qui ressort, c'est que l'État s'est davantage soucié de la gestion financière de ses hôpitaux que de la santé des patients, du personnel et de la continuité du service public. Deuxièmement, il ne s'est pas doté d'un instrument de mesure pertinent pour vérifier le nombre de postes vacants induits par sa politique. Et enfin, il ne s'est pas informé suffisamment de la littérature scientifique abondante en matière de ratio patients par soignant, et il n'a hélas pas mis en place ces ratios qui conditionnent la sécurité des patients. Et au contraire, on constate une baisse quasi constante du nombre de lits et donc une politique publique qui est toute tournée vers la réduction des coûts. Alors, si on se penche vers les textes, on voit qu'il est écrit que l'État est responsable de sa politique publique de santé. Et ça, c'est écrit au frontispice du Code de la santé publique. Il s'agit du principe de responsabilité de l'État. Ainsi, de la même manière que les soignants encourent une responsabilité lorsqu'ils commettent des erreurs, il existe aussi un régime de responsabilité pour faute de l'État lorsque sa politique publique de santé comporte des carences et cause des dommages. Alors, on peut constater qu'il y a beaucoup de textes dans le Code de la santé publique qui viennent rappeler cette responsabilité. Et si on ne devait en citer qu'un, il s'agit du premier, c'est l'article L 1110-1 du Code de la santé publique, donc qui dispose que le droit fondamental de la protection de la santé doit être mis en œuvre par tout moyen disponible au bénéfice de toute personne. Et donc voilà, la politique de santé de l'État doit être tournée tout entière vers la protection de la santé et pas vers des objectifs financiers à court terme, et tout doit être mis en œuvre pour cela, dit le Code de la santé publique. Et on voit que c'est tout l'inverse qui s'est produit. L'État, par l'intermédiaire de ses outils d'investissement, a de façon quasi constante conditionné ces investissements nécessaires à la fermeture de lits et à la suppression de personnel, ce qui s'avère aujourd'hui tout à fait catastrophique pour l'hôpital public. Alors, un mot sur cette réclamation préalable aujourd'hui. Donc, il est exposé à l'administration toutes les carences dont elle est responsable, et nous attendons maintenant qu'elle reconnaisse sa responsabilité dans la crise. Alors, d'une part, en indemnisant les associations qui portent les intérêts des patients, des soignants et de l'hôpital lui-même, et d'autre part, en procédant aux mesures correctives pour faire cesser la crise au plus vite, parce que les conséquences de la crise continuent aujourd'hui. Et donc, nous proposons plusieurs injonctions, et notamment, nous demandons à l'État qui prenne toute mesure utile visant à définir des ratios d'effectifs, patients par soignant, donc tel que la littérature le prévoit, notamment une étude du docteur Aiken, donc les ratios suffisants au regard des études internationales en la matière. Nous attendons également de l'État qu'il renforce significativement le nombre d'infirmières et d'aides-soignants en définissant des seuils critiques ajustés sur les activités des établissements, et qu'il mette en place un mécanisme d'alerte lorsque les seuils critiques susvisés sont atteints. Voilà, donc cette réclamation préalable, c'est un préalable indispensable à la procédure en droit administratif, et si nous ne sommes pas totalement entendus, nous saisirons bien évidemment le tribunal administratif compétent à la rentrée, qui est le tribunal administratif de Paris. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Maître Macouillard. Alors évidemment, tout sera disponible et d'ores et déjà disponible sur vos mails. Les interventions ont été envoyées à l'instant. Il y a également une tribune qui est parue ce matin dans Libération, qui est un condensé de tout cela. Mais nous sommes bien sûr ouverts à la discussion. Si vous avez des questions, vous avez dans le dossier de presse, il faut lever la main, me signale-t-on. Dans le dossier de presse, vous trouverez aussi les contacts avec les téléphones des intervenants. Voilà. Ben, visiblement, c'est d'une grande clarté, donc ça va aller vite. Ah, j'ai vu Monsieur Soldini. C'est à vous.
Oui, Monsieur Soldeni, il faut ouvrir votre micro si vous avez levé la main. Ah, par écrit. Ok, on écoute. Enfin, on lit. S'il y a une autre question. Alors, a-t-on été alerté? On va prendre question par question. A-t-on été alerté sur la situation de l'hôpital de Nice qui fait la une de Nice Matin? Alors, sur le fil national, effectivement, on a vu passer les urgences du CHU de Nice qui réorientent les patients en raison d'une trop forte affluence. Peut-être qu'on peut avoir Pierre Schwab qui nous fait un petit condensé, mais on aimerait bien que vous compreniez que le problème n'est pas que les urgences. Les urgences iraient bien si le reste de l'hôpital allait bien. Donc, Pierre, est-ce que tu veux intervenir en parlant de l'afflux sur les urgences au Marie-Pierre du CIU? Oui, c'est ça. Ce ne sera pas Pierre, ce sera moi du coup. Nous, on n'a pas eu de retour sur Nice aujourd'hui. Après, c'est une situation qui est commune, qui arrive assez régulièrement cet été, hélas. Mais en fait, le plus gros, ce qu'il faut bien entendre, c'est que ce qui se passe aux urgences aujourd'hui, c'est un symptôme de l'hôpital. Si les urgences débordent et si les urgences arrivent au stade où elles doivent refuser des patients, c'est uniquement parce que tout l'hôpital et tout le système est complètement saturé. Et donc, du coup, forcément, à un moment, les urgences, c'est le point d'ancrage et le point charnière où on va le voir. Mais en réalité, c'est parce qu'on n'arrive pas à hospitaliser ces patients, c'est parce que le reste de l'hôpital est complètement saturé qu'aujourd'hui, les urgences sont dans cette situation. Et c'est d'où l'intérêt de cette plainte aujourd'hui. Ok, est-ce que Florian, qui est urgentiste à Nantes et bientôt Caen, peut ou veut compléter? Ce qui est intéressant, c'est de voir, enfin, intéressant, pardon, cynique, c'est de voir que des gros centres comme Nice, Bordeaux, Grenoble, Orléans sont aujourd'hui impactés et n'arrivent plus à répondre. C'est un effet de domino. Ma collègue a évoqué les difficultés d'hospitalisation. C'est un métier urgentiste où on est le rouage entre la médecine de ville et l'hôpital. Aujourd'hui, ni l'un ni l'autre n'arrive à répondre. La médecine de ville a des problèmes de démographie, d'équité sur le territoire. Le secteur médico-social est en énorme difficulté. Donc, nous, en conséquence de ça, on reçoit plus de patients et on n'arrive pas non plus à les hospitaliser. Et on rajoute, donc c'est pour ça que c'est un métier qui est particulièrement en difficulté. Et ce qui se passe dans les départements, c'est que les petits centres ferment par manque de personnel, plutôt médical en ce qui concerne les urgences. Et ça se reporte sur les gros. Donc, nous, dans le 44, on a un petit centre en SNI qui ferme. Et ces entrées vont se reporter sur les gros centres à proximité, donc Nantes, Angers. C'est encore plus important du côté de Rennes, autour de Rennes, parce que tous les centres qui ferment, éventuellement en Mayenne, mais aussi, je pense à Fougères, je pense à Vitré, je pense à Redon qui ferme la nuit. Ces patients-là sont par conséquent orientés vers les gros centres qui n'arrivent plus à suivre. Donc effectivement, il y a de quoi s'inquiéter. On est dans une situation encore pire qu'il y a 3 ans, puisque les petits centres ferment et les gros centres comme Nice se retrouvent obligés de délester encore plus. On n'y arrive plus. Ok, alors qu'attend-on de la procédure, Maître Macouillard? Alors, ce qu'on attend de cette procédure, c'est avant tout que l'État reconnaisse sa responsabilité dans cette crise et qu'il reconnaisse que tous les préjudices qui sont visés sont en lien avec ces carences fautives. Il faut savoir qu'en droit administratif, on est obligé de passer d'abord par l'administration, on ne peut pas saisir un juge tout de suite, donc on est obligé de demander à l'État qu'il reconnaisse sa responsabilité. Et si l'État ne reconnaît pas toute sa responsabilité, c'est-à-dire toutes les carences qui sont visées, carences d'information, choix des politiques totalement inadaptés, à ce moment-là,
dans un délai de 2 mois, parce que le silence de l'administration vaut rejet, ou dès lors que l'administration n'aura pas reconnu ces carences s'il ne les reconnaît pas, nous saisirons le tribunal administratif de Paris, et à ce moment-là, le débat judiciaire s'organisera et nous ferons valoir avec force eh bien, ce que nous disons dans cette requête, c'est-à-dire nous demanderons au juge de faire valoir que l'État est responsable dans cette crise. Je crois qu'il faut compléter pour M. Soldini. On dit bien qu'on a envoyé en pratique, puisque c'est parti au courrier avec accusé de réception, on a envoyé la réclamation préalable indemnitaire, qui est un dossier qui a été constitué à la Première ministre. C'est bien ça, c'est la question de M. Soldini. Exactement. Donc la réclamation préalable a été adressée à la Première ministre parce que c'est la Première ministre qui est titulaire du pouvoir réglementaire en France. Donc, on a adressé une copie également au ministère de la Santé. Et maintenant, les services du Premier ministre et du ministère de la Santé ont 2 mois pour analyser notre requête et pour éventuellement y répondre. Et c'est à l'issue de ce délai de 2 mois que nous pourrons, le cas échéant, saisir le juge naturel de l'administration, qui est le juge administratif. Ok. La question sur, on va dire, la canicule, ça rejoint les urgences en général. Je veux dire que ce n'est pas spécifique. Le problème est l'afflux de patients qui en ont besoin. Le problème n'est pas l'afflux de patients qui n'en ont pas besoin des urgences. Cela, en fait, il y a finalement moins de soucis. Le problème est effectivement qu'actuellement, les urgences ne peuvent pas prendre en charge tous les patients qui ont besoin d'être hospitalisés, non pas que les urgences fassent défaut, en partie, mais surtout parce que l'intérieur de l'hôpital fait défaut. Voilà, c'est ce qu'on a vu dans l'histoire emblématique d'un enfant qui attend une hospitalisation pour avoir un bloc ouvert, un chirurgien d'attaque, un liquidatant, un anesthésiste, et ça sur un rayon de 120 km sur plusieurs heures. La carence, elle touche tout le territoire, elle touche l'intérieur des services de soins, et c'est ça qui crée le drame. J'espère avoir répondu à Madame Pouget. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, affaire à suivre en pratique, parce qu'on peut avoir une réponse à des demandes d'injonction, mais s'il n'y en a pas, ça se poursuivra à la rentrée ou 2 mois auprès du tribunal administratif. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions... Ah, s'il y a une autre question. Si je peux me permettre, je voulais préciser que cette situation de carence, elle existe pour les urgences, elle existe pour les post-urgences, pour les situations urgentes en général, à l'arrivée à l'hôpital et ensuite pour les interventions, les anesthésies, etc. Mais elle existe aussi pour les maladies chroniques. Ce n'est pas seulement les situations urgentes qui sont impactées, c'est absolument toute l'activité de l'hôpital et tous les services. Et bien sûr que les urgences, c'est emblématique, mais ça reste les dommages qu'on peut constater à l'entrée dans le bâtiment hospitalier, mais les dommages, ils sont partout, et pas seulement pour des situations urgentes. Absolument. Et pour répondre à M. Moschetti, oui, bien sûr, c'est que la carence perdure et cela nous amène à arriver au plan judiciaire, juridique en tout cas. C'est un problème parce qu'on a déjà eu des mobilisations aussi bien, on va dire, dans la rue classique que par des voies représentatives qui nous sont offertes dans un cadre légal, démocratique, en passant par le Conseil économique et social et environnemental. C'est quand même la 3e Assemblée nationale. On est passé par là en 2020, on est passé par le référendum d'initiative partagée avec près de 200 parlementaires, précisément 199 en 2021. Il y a un moment où il faut se tourner vers les armes qui nous sont données. Oui, il y a probablement une part d'échec, sinon on n'en serait pas là. Et oui, j'ajouterais une aggravation de la situation. Je pense qu'il faut quand même là, on est tellement à bout
on ne peut pas rester là sans rien faire. Et je pense qu'il faut être conscient de la situation qui touche effectivement tout l'hôpital, mais pas que, parce que si on en est là aussi, ça a été déjà dit, mais c'est que le système de santé aussi en ville est très déficitaire. Donc, il y a vraiment des carences partout actuellement. Alors, ça impacte de façon majeure l'hôpital public, mais l'accès aux soins est devenu un parcours du combattant pour les patients. Et voilà, et j'ajouterais qu'effectivement, cette mobilisation, comme vous le savez, on est très mobilisé depuis 2019, mars 2019 pour le collectif Interurgence, on l'a répété tout à l'heure, et nous, octobre 2019 pour le collectif Interhôpitaux, et qu'en février 2020, quand la vague Covid a commencé, on avait aussi interpellé le chef de l'État en disant qu'effectivement, personne n'était ému de voir l'hôpital brûler alors qu'on était tous émus de voir Notre-Dame brûler. Et là, effectivement, on est dans une situation où tout l'ensemble de l'hôpital est en train de brûler. On n'en est plus à alerter en fait sur une situation catastrophique. C'est que là, c'est des pertes de chance quotidiennes pour les patients, quotidiennes, que ce soit les maladies aiguës ou les maladies chroniques. On refuse des malades et on est exactement dans la situation qu'on a vécue aussi d'une certaine façon pendant la vague Covid, où on fait du tri de malades à l'entrée des urgences, mais aussi dans nos services d'hospitalisation. Les patients, on ne peut pas les admettre, comme l'a très bien souligné Marc, pour des patients qui ont des cancers, des leucémies. Enfin, c'est absolument dramatique. Et tout ça parce qu'on n'a pas réussi à garder nos personnels soignants dans nos services. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi ça, c'est qu'on est vraiment arrivé au bout de tout ce qu'on pouvait faire là dans nos interpellations répétées. En fait, la carence est fautive vis-à-vis des patients, mais vis-à-vis des soignants, comme vient de le dire Sophie. C'est-à-dire le fait que les soignants s'en vont, c'est bien la preuve qu'en burn-out, en épuisement, ils recherchent autre chose, ils renoncent. Il y a ces deux aspects. Il y a d'une façon générale la carence qui s'exerce à l'encontre de l'hôpital. Il y a ces trois axes et il faut que l'État réponde maintenant. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, sauf s'il y a une prise de parole. Et nous vous tiendrons bien sûr informés par des communiqués communs, sans convoquer forcément de conférences de presse des suites qui seront données. Voilà, merci à tous et bel été quand même, en faisant attention à vous. Au revoir.